Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la base des blueprints. Donc je pars du fichier standard qui est le même que j'utilise pendant les cours. Et pour faire mes blueprints de base, je vais utiliser en fait ce qui se trouve dans le starter content. Donc lorsque vous lancez un projet Unreal, vous avez le choix avec starter content ou sans. Ça vous donne 2-3 objets que vous pouvez utiliser. Donc le starter content est ici. Et si vous allez dans Props, vous voyez, vous avez le fauteuil qui est là, vous avez la lampe que j'ai mise ici. Et donc vous remarquez que ce sont des static mesh. On va donc les convertir en blueprint. Donc pour convertir en blueprint, c'est très simple. Donc si je reprends une autre lampe que je mets ici, vous avez donc ma lampe qui se trouve ici, qui est donc bien un static mesh. Je vais faire blueprint, add blueprint. Il va me demander où je veux le sauver, quel type de folder. Donc on va le laisser dans le content de base par exemple. Et on va l'appeler lampe. J'en ai déjà une, lampe 2. Create blueprint. Hop, je récupère donc ici ma lampe blueprint. Donc moi je vais utiliser celle que j'ai déjà faite, qui est donc celle-ci. Et donc je vous remets la fenêtre qui va avec. J'obtiens donc ça. Ici je suis donc dans le viewport, c'est-à-dire je vois ce que j'ai fait. Dans ma lampe qui est donc le static mesh, j'ai rajouté une lampe, un point light et une box. Donc pour rajouter, si vous êtes dans Static Mesh, Add Component, et vous cherchez ici Point Light, ou vous cherchez Box. Donc moi j'ai rajouté les deux. Point Light, bah, c'est simple, c'est un point qui s'allume, qui s'éteint à volonté, où on peut régler son intensité et autres. Box, qui est ceci, est en fait une Detection Box, donc une zone de détection. Vous avez une tonne de paramètres ici. Et ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est ce qui se trouve tout en bas. Vous avez les events. OnComponent Hit, OnComponent Begin Overlap, OnComponent End Overlap, qui sont les deux que je vais utiliser ici. Et donc j'ai déjà utilisé. Donc Overlap, ça veut dire que votre personnage passe à travers cette box. Si je vais dans l'Event Graph, donc si je prends mon OnComponent Begin Overlap, boum, il est ici. Vous voyez que je l'avais donc bien utilisé. Qu'est-ce que je vais faire ici? Un truc très simple, si je retourne dans le level, je veux que quand mon personnage rentre dans cette box, la lampe s'allume. Quand il en ressort, la lampe s'éteint. Simple, simple. Donc j'appuie sur Play, j'ai donc mon perso, je vois que ma lampe est éteinte. Si je vais dans la box, ma lampe s'allume. Si je recule, elle s'éteint. Boum, 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 boum. Je retourne sur ma lampe. Si vous voulez en fait focaliser sur la lampe, appuyez sur F sur votre clavier. Et si vous appuyez sur Alt, vous pouvez alors, ici je fais une connerie, d'accord. Si vous appuyez donc, si je retourne sur cette lampe, F, et si j'appuie sur Alt en bougeant la souris, je peux tourner autour de cette lampe. Je retourne dans le blueprint. Première chose à faire ici, c'est de créer une variable. Donc une variable, c'est, comme son nom l'indique, un objet qui peut prendre n'importe quelle valeur. Il peut remplacer pratiquement n'importe quoi. Donc ici, je vais commencer par une variable de type booléen. Une booléenne n'a que deux valeurs possibles, true ou false. Pour créer une variable, vous allez ici et vous avez variable. Cliquez sur le plus. Il vous fait une nouvelle variable. Donc quand vous la sélectionnez, vous pouvez lui donner un nom. On va l'appeler test par exemple. À partir de là, vous compilez. Et quand vous sélectionnez votre variable, dans les détails, ici, vous avez tout ce qui la concerne. D'abord, vous avez le type de variable. Donc booléen, byte, integer, integer 64, float, string, enfin ça peut être n'importe quoi, ça peut carrément représenter un objet. On y reviendra beaucoup plus tard. Et vous pouvez dire à votre variable si elle est true ou false. True, false.
Gaffe que quand vous la créez, il faut d'abord compiler avant d'avoir accès à ça. Bon. Cette variable, actuellement, ne me sert à rien. Et donc, je vais faire un delete. Si ce n'est que là, j'ai fait un delete sur le nom. Voilà. Celle qui m'intéressait, en fait, était la variable allumée que j'avais déjà créée. Pour placer une variable sur l'event graph, vous prenez la variable, vous la tirez. Et là, vous avez le choix entre deux. Get. Get vous permet de lire sa valeur. Pardon. Set vous permet de lui donner une valeur. Donc, dans un premier temps, ce qui nous intéresse, c'est le get que j'ai déjà ici. Donc, je peux supprimer celle-là. En fait, je vais vérifier la valeur de ma variable. Pour vérifier, on utilise un branch. Un branch, c'est un if, donc en français un si. Et pour pouvoir la vérifier constamment durant la durée du jeu, je la branche sur un event de type tick. L'event de type tick, comme je l'ai écrit ici, fonctionne à la fréquence du framerate. Autrement dit, en général, on tourne à 30 images secondes, ce qui veut dire que 30 fois par seconde, vous aurez ce flux entre le tick et le branch. Donc 30 fois par seconde, il va vérifier quelle est la valeur de ma variable. Si ma variable est true, je prends un setVisibility avec comme target le point light. Le point light, je vous le rappelle, que j'ai mis ici. Donc dans le viewport, le point light, c'est l'ampoule. Pour le mettre sur l'event graph, comme d'habitude, on tire. J'ai une référence à mon point light. Donc je reprends, je vérifie la valeur de ma variable. Si elle est true, set visibility avec en target mon point light, new visibility, true. Autrement dit, ma lampe est allumée. Si ma variable est false, set visibility, target point light, new visibility, false. Maintenant, il faut un déclencheur. Bien, le déclencheur, ce sera donc ma box, qui était ici, et donc je vous rappelle que j'ai mis les events à partir d'ici. Si j'ai un overlap, autrement dit, si mon personnage passe dans cette box, cette fois je prends un set de ma variable, donc je reprends, si je la tire, je peux faire un set, qui est donc celle-ci. Je la mets à true. Si je sors de ma box, je la mets à false. Si elle est à true, qu'est-ce qui se passe? 30 fois par seconde, la condition est vérifiée, j'allume la lampe. Si elle est false, j'éteins la lampe. Et donc si je reviens sur mon joli jeu, true, false. Voilà pour cette première partie. Et donc après notre première variable, on va s'attaquer à tous les types de variables que l'on peut trouver. Donc variable type integer, v. Donc si je vais dans les détails, voilà, c'est donc un integer, donc des chiffres sans virgule, v, je lui donne la valeur 3. Une variable float, bien ce sont des chiffres avec virgule. Une variable de type vector, donc je vais en créer une, histoire de vous montrer. Donc newvar, on va l'appeler test aussi. Voilà. Compile, save. Compile, je dis merci. Donc ici elle est en tableau, je vais la remettre en valeur normale. Il me faut donc une variable de type vectoriel. Compile, save. Donc mon test ici est une variable de type vector comme celle qui est là. Si je fais un get, j'obtiens ceci. Remarquerez que ce n'est pas la même chose. Ici, en fait, j'ai une vectorielle composée de 3 floats. Pour faire ça, en fait, faites un clic droit sur le petit rond jaune
et vous faites split struct pin. Et vous obtenez vos trois variables x, y, z en indépendant. Dans le même genre, vous avez la variable rotator, qui ici j'ai splitté aussi et qui vous donne à chaque fois x, y et z. Une variable transform, en fait, vous donne trois items qui sont 1. Le location, 2. Le rotation, 3. Le scale. Et donc ici, j'ai d'abord fait un split struct sur location, rotation, scale, et ensuite j'ai refait un split entre chaque, ce qui vous donne les floats à chaque fois. On n'est pas obligé de le faire, tout dépend si vous avez besoin d'un transform complet, ou si vous avez besoin plutôt d'un transform avec des éléments indépendants. Vous avez les variables de type texte, name, string, texte. La seule différence, en fait, c'est la longueur du texte que vous pouvez mettre dedans. Puis vous avez la variable référence sur un objet. On va la refaire, ce sera plus simple. Variable, voilà, je vais l'appeler Jim, tiens, hop là, soyons fous. Alors pour faire un objet, mais déjà il faut que vous ayez l'objet en question dans votre bibliothèque, pas oublier de compiler save, voilà. Et ici je vais en faire un objet référence. Et donc, par exemple, j'ai, vous le voyez ici, une lampe qui est mon blueprint. Bien, je vais faire une référence à ça. Donc si je tape ici lampe, vous avez la lampe, vous avez la deuxième que j'ai créée au début, donc lampe, objet, référence. Boum. Ceci, si je fais un get, devient une référence à ma lampe. Autrement dit, je peux l'utiliser dans le code comme étant ma lampe. Je peux l'utiliser dans le code du blueprint de la lampe ou je peux l'utiliser dans un autre blueprint. Donc si d'un autre blueprint je veux interférer avec ma lampe, il suffit de faire un objet référence. Autre type de variable, les tableaux. Pour faire un tableau, en fait, vous créez une variable tout à fait normalement. Et si je la sélectionne et que je vais dans ses détails, vous avez ici une icône à côté qui vous donnera le type de variable. Et donc, si je me mets sur ceci, le deuxième c'est une single variable. Si je me mets ici, j'ai un tableau. Et donc, c'est bien ce que j'ai là. Oups, elle a bougé. Méchante. Je reviens là. Voilà. Donc, ceci est une variable de type, enfin, il n'y a pas de type, c'est un type integer, mais sous forme de tableau. C'est-à-dire que cette variable de type integer pourra contenir plusieurs integers. Et donc, j'ai les values qui sont ici en dessous. Dans mon cas, j'ai donc première position 1, après 3, 5, 22. Pour en rajouter, cliquez sur plus et vous en rajoutez autant que vous voulez. On peut aussi évidemment le remplir dynamiquement. Une chose à savoir qui est importante, c'est pareil dans tous les langages de programmation, c'est que le premier élément d'un tableau est le niveau 0. C'est pas le niveau 1, c'est le niveau 0, toujours. Donc ma variable tableau qui est ici, tout ce que je peux faire pour le moment, en fait, c'est la lire. Pour lire la valeur, faites un get. Dans ce cas-ci, c'est un get 0. J'aurais très bien pu mettre une variable ici, par exemple, variable vie qui est un integer aussi, get, et la raccorder. Boom. Donc là, je ferai une lecture du tableau sur la valeur de ma variable. On va le laisser tel qu'il était. Par défaut, c'est un 0. Vous pouvez taper n'importe quel chiffre, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On prend le tableau, on lit sa valeur, la première valeur, donc celle qui est dans la case 0, autrement dit c'est 1. Et je fais un print string.
l'action printString en fait vous permet d'écrire, c'est le cas de le dire, sur votre écran un message, à peu près n'importe quoi. C'est très utile pour le débogage, en fait, pour vérifier la valeur d'une variable, pour vérifier si on passe par un endroit ou pas. Et donc, vous pouvez ici, par exemple, voilà, mettre la durée un peu plus longue. Par défaut, c'est 2 secondes. On va mettre 10, comme ça, on aura le temps de lire. Donc ici, je vais lire ma valeur 1. C'est tout ce que je lui demande, en fait, très simple. Pour faire ça, en fait, qu'est-ce que je fais? En Begin Play, je vais d'abord permettre d'utiliser mon clavier. Ça, ce sera pour plus tard. Mais enfin bon, c'est toujours utile. Si vous voulez utiliser le clavier de votre ordinateur pour déclencher une action, en Begin Play, autrement dit, ça se fait dès le départ et c'est valable pour toute la durée du jeu, faites un Enable Input que vous devez relier à un Player Controller. Ce que j'ai mis après le Begin Play ici, c'est une séquence, ce qui permet de lancer plusieurs actions en même temps. Vous ne pouvez pas tirer plusieurs flux en même temps. Vous ne pouvez jamais en tirer qu'un. Vous voyez, si je fais celui-là, ça efface l'autre. Donc pour ça, on fait une séquence. Il va donc vous faire cette action, il va vous faire celle-là et il va vous faire celle-là. Dans des cas critiques, il faut bien comprendre que c'est d'abord la dernière qui sera exécutée, ensuite l'avant-dernière et ensuite la première. Donc ici, je vais virer celui-là. Boum. Et ne laisser que ceci. Donc tout ce que je vais faire en Begin Play, c'est un print string de la valeur 0 de mon tableau. Compile, save. Et vous allez voir que ici en haut va s'écrire ce print string qui est ici. Vous voyez, 1. Si maintenant je fais l'autre, qu'est-ce qu'il me fait l'autre? Du même tableau, en fait, je fais un for each loop. Autrement dit, une boucle. Je vais lire tous les éléments de mon tableau. Autrement dit, pour chaque élément de mon tableau, je vais avoir une lecture. Ici, je ne l'ai pas dit, donc ici c'est la même chose. Ce que vous avez ici, c'est un transcodeur en fait. Il se met automatiquement lorsque vous reliez un array élément à un string. Donc ici, il attend un caractère. Ici, c'est une valeur numérique. Donc j'ai donc un convertisseur entre les deux. Et donc si je fais ça et que je le mets aussi à 10 secondes, là il va me lire tous les éléments du tableau. Vous voyez, 1, 22, 6, 3, 1, 1, 22, 5, 3, 1. J'en ai plus que dans mon tableau, pour la simple raison qu'il me fait cette action et celle-là en même temps. Donc ici, je lui demande juste de lire une valeur qui est la valeur du premier. Ici, je lis toutes les valeurs. Maintenant, il faut bien savoir qu'un tableau peut contenir n'importe quel type de variable. Ici, je suis en integer, je peux faire n'importe quel type. Une chose à savoir, c'est qu'un tableau ne peut contenir que des variables de même type. Donc des floats, des integers, des booleans, tout ce que vous voulez, ou une série d'objets. Pourquoi pas? On a vu tout à l'heure que votre variable pouvait représenter un objet. Vous pouvez mettre plusieurs objets. Donc dans le cas, par exemple, où vous faites de la réalité augmentée et vous devez détecter plusieurs images, eh bien ce tableau contiendra toutes les images à détecter. Maintenant, en ce qui concerne les tableaux, eh bien donc je l'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait le remplir dynamiquement. Eh bien oui, vous pouvez le remplir. Donc vous avez ici la fonction add qui rajoute un élément au tableau, fonction remove qui enlève un élément au tableau, enlever un index ou vérifier si votre tableau contient un élément. Il vous retourne un true ou false, une booléenne. Une bricole que j'ai oublié de vous dire, mais qui peut être intéressante. Marquerez que cette variable allumée que j'ai ici, j'ai cliqué sur un œil ouvert. Donc quand vous cliquez, vous la passez en ouvert ou en fermé. Celle-ci est ouverte, ça veut dire que votre variable est éditable depuis l'objet. Donc mon objet ici, c'est quoi? C'est la lampe. Donc si je vais dans le viewport, c'est votre lampe que vous avez ici. Variable éditable veut dire que si je sélectionne mon blueprint,
dans les defaults, ici, vous avez votre variable allumée. Donc je reviens là, c'était bien la variable de type allumé. Et donc, directement depuis l'éditeur, je peux la mettre à false ou à true. Si je la mets à true, en fait, elle sera allumée tout de suite. Vous voyez que là, elle est déjà allumée. Quand je rentre, il ne se passe rien. Si je ressors, non plus, parce qu'il lui faut au moins 2 cases. Et elle s'éteint. Et là, elle se rallume. Donc, je reprends. Le fait de mettre cet œil ouvert vous permet de l'éditer depuis l'éditeur directement ici. Vous avez votre variable true ou false. Nous allons passer à d'autres instructions Blueprint et pour ça je vais prendre le fauteuil que j'ai déjà converti en Blueprint et qui est ici. Nous allons voir les différents événements, donc les events. Les événements n'ont pas d'entrée, ce sont eux qui déclenchent quelque chose en fait. Donc nous en avons vu un tout à l'heure, l'eventic. Eventic qui donc fonctionne à la fréquence image. Bon, faut faire gaffe de ne pas trop les multiplier ou en tout cas de les arrêter quand vous en avez plus besoin. C'est très gourmand en ressources. L'autre événement bateau qu'on retrouve partout qui est le begin play, l'event begin play. C'est-à-dire qu'il lance un flux au démarrage du jeu ou en tout cas du blueprint quand il est spawné. Mais ça ne se fait donc qu'une fois au démarrage. Celui-ci se fait constamment. Autre événement que nous avons déjà vu, le Begin Overlap par exemple. Si vous avez une box, vous pouvez déclencher un événement lorsque vous avez un overlap de cette box. Vous avez donc un flux qui sortira, mais pouvez aussi choisir en fait toute une série d'éléments ici qui pourront vous aider. Donc par exemple, si vous voulez que cet overlap ne se déclenche que si c'est un acteur bien particulier qui rentre dans la box, vous pouvez faire ici en fait, à partir de cet élément, faire un égal et donc vérifier si c'est bien l'élément que vous voulez qui est rentré dans cette box et pas un autre. Donc vous en avez toute une série comme ça. Vous avez aussi les events qui sont paramétrés dans les input settings. Donc ici vous avez un input axis move forward. Si je vais dans les project settings et que je vais dans les inputs ici, on les verra plus en détail plus tard. Mais vous avez par exemple les inputs axis qui sont ici par exemple et vous avez le move forward. Donc axis mapping move forward qui peut être WS up down sur les flèches ou les Oculus Touch ou autres. Et donc ces input axis, vous pouvez les récupérer ici. Cette action en fait se déclenchera lorsque vous appuierez par exemple sur la flèche du haut de votre clavier. Ensuite, vous avez les custom events. Ici, j'ai un custom event que j'ai appelé monter. Donc, pour faire un custom event, c'est comme pour tout le reste en fait. Cliquez là et vous tapez custom et vous avez add custom event auquel vous pouvez donner un nom test. Compiler, sauver si vous pouvez le récupérer. Donc celui-ci, je l'ai appelé monter. Custom event donc vous permet de lancer un morceau de code. Dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'il fait? Il prend mon static mesh, qui est donc le fauteuil, et il fait un add world offset. Autrement dit, dans ce cas-ci, je ne prends que le z à partir d'une variable. Si je ne mets pas ça, je peux juste lui donner une valeur, comme ces deux-là par exemple. Ma variable étant de type integer, lui attendant un float, j'ai donc ici un convertisseur integer vers float. Donc quand cet événement est déclenché, mon fauteuil monte de la valeur de la variable qui est donc de 100. C'est tout ce que ça fait. Pour ça, évidemment, il faut appeler ce custom event. Et donc là, vous avez le call. Le call est en bleu. Appel du custom event. Faire un call. Donc ici, j'en ai un qui s'appelle test. Si je tape test,
call function test, qui lui a besoin d'une entrée évidemment. Dans ce cas-ci, mon entrée c'est quoi? C'est un begin play. Donc, directement, quand le jeu se lance, on va lancer le custom event monté. Autrement dit, il va lancer ceci. Pourquoi procéder de cette façon? Il y a plusieurs raisons valables. Donc, déjà, si on fait une boucle, imaginez que vous ayez une patrouille d'ennemis qui patrouille. Logique, c'est son rôle. Et qui va donc d'un coin à l'autre. Et quand elle a fini, elle recommence. Et donc, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est lancer ici tout le code de la patrouille. Et quand elle a terminé, on fait un call de la patrouille. Autrement dit, il recommence depuis le début. Donc ça fait une boucle. Ça peut être intéressant aussi dans le cas où vous avez ici un code relativement compliqué et qui intervient plusieurs fois dans votre jeu. Donc plutôt que de le retaper à chaque fois, vous le liez à un custom event. À chaque fois que vous voulez le lancer, vous faites un call. Tout simple. Et donc dans ce cas-ci, comme c'est un begin play, donc si je fais un play là-dessus, vous remarquerez que mon fauteuil est déjà dans les airs. Alors qu'à la base, il est bien au sol. Il existe aussi les fonctions. Fonctions, en fait, c'est à peu près la même chose, si ce n'est que ça se trouve dans une page différente. Donc ici, j'ai la fonction Raoul. Pour créer une fonction, vous avez ici Function, et vous faites un plus, il va vous en rajouter une. Et donc, vous obtenez une page différente. Ici, vous êtes dans l'Event Graph, là, je suis dans ma page fonction. Bon, je vous ferai une vidéo rien que sur les fonctions. Mais en gros, vous avez un début, une fin, un code que vous pouvez mettre entre les deux, et vous pouvez lui rajouter des paramètres. Et donc tout ce que je fais ici, c'est je lance ma fonction, je récupère son paramètre et j'en fais un print. Ça peut être évidemment plus compliqué que ça, nettement plus compliqué. Le but c'est quoi? En fait, c'est d'avoir tout un code concentré sur un nœud, et donc il ne va pas vous prendre la moitié de votre page, et de la récupérer directement sur une page indépendante. Donc c'est aussi très intéressant à partir du moment où vous devez la lancer plusieurs fois. Les macros, ça permet d'alléger visuellement le code. Je dis bien visuellement, ça ne change rien en gros. Donc si je fais ceci et que je fais un collapse to macro, boum, j'aurai juste ça. Pour en ressortir, expand note, et vous récupérez ce que vous avez avant. Donc ça permet là aussi de gagner de la place sur votre page. Ici nous avons les flow control, donc tout ce qui concerne les flux, autrement dit ce genre de choses. La première qu'on a déjà vue, c'est le branch, donc c'est un if, une condition. Donc soit vous mettez une condition directement ici, soit vous rentrez une variable booléenne à partir d'ici, et suivant que votre variable est true ou false, vous sortirez par là ou par là. Un for loop auquel vous mettez des index ou vous rajoutez des variables, integer, vous fera cette action en sortie autant de fois que vous aurez d'index. Vous pouvez aussi récupérer l'index à chaque fois. Et en plus, vous avez une sortie. Quand c'est terminé, il peut vous faire une autre action. Donc ici, il vous fait l'action autant de fois que vous aurez de différence entre les index. Le do once vous permet d'effectuer une action une seule fois. Donc imaginez que vous ayez un event tick ici à l'entrée. Autrement dit, il vous ferait la sortie 30 fois par seconde. Et bien en fait, avec un do once, il va vous le faire une seule fois. Jusqu'au moment où vous envoyez un flux sur reset. Auquel cas, il recommence. For each loop, on l'a vu déjà tout à l'heure, lui en fait fonctionnera autant de fois qu'il y a d'éléments dans un tableau. Donc, raccordez un tableau, et autant de fois qu'il y a d'éléments dans ce tableau, il vous fera une sortie. Vous pouvez aussi choper l'index
et vous pouvez aussi choper la fin. Do n, il vous le fera autant de fois que vous aurez, autant de fois en fait que vaudra la variable que vous raccordez ici, ou le chiffre que vous avez indiqué ici. Lui aussi, vous avez un reset qui permet de revenir au départ. Flip-flop, truc intéressant dont on se sert souvent ça. À chaque fois que vous avez un flux ici, il sortira d'abord par A, au flux suivant, il sort par B. Au flux suivant, il sort par A et au suivant par B. Donc il invertit à chaque fois entre A et B. Une porte, gate, vous avez donc l'enter, la sortie. On ouvre la porte, on ferme la porte, on ouvre et on ferme à chaque fois qu'on entre en toggle. Le multigate, chaque fois que vous en avez un, il sort en 0, 1 et vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. 1, 2, 3, 4, il vous les fait dans l'ordre. Vous pouvez les faire en random, vous pouvez les faire en loop. Vous faites un reset, il recommence au premier. La séquence permet en fait d'exploser le flux rentrant, autrement dit vous rentrez un flux et vous en sortez autant que vous voulez. Nous allons voir maintenant la communication entre les différents blueprints. Donc je suis ici dans mon blueprint fauteuil, je vais communiquer avec mon blueprint lampe. Pour récupérer un autre acteur, le plus simple en fait, c'est de faire un get actor of class. Et ici, choisissez la classe que vous voulez. Autrement dit, moi je récupère mon blueprint lampe. Donc je suis dans fauteuil, je récupère le blueprint lampe. Donc ce qui sort d'ici, c'est l'entièreté de mon blueprint lampe. Donc toutes ces variables, tout ce qui se trouve ici, peut être récupéré à partir d'ici. Moi je vais récupérer juste cette variable allumée. Il suffit de tirer en fait, et vous faites allumer. Vous faites un get allumé ou un set allumé. Si je fais un set, ça veut dire que je vais modifier la variable qui se trouve dans le blueprint lampe. Si je fais un get, je vais juste lire cette variable. Donc ici, j'ai récupéré, et à partir de là, je peux soit la lire, soit l'affecter. Maintenant, si vous avez plusieurs lampes, donc si je retourne dans mon terrain, et si j'en avais fait une deuxième, voilà, j'ai lampe 2, boum, que je mets ici, j'ai deux lampes. Là, c'est embêtant, étant donné que tous les deux s'appellent lampes. Et donc, si je fais un get actor of class, ça veut dire que je vais récupérer en fait plusieurs blueprints. C'est embêtant. Si j'en veux un bien ciblé, en fait, l'idéal c'est de lui mettre un tag. Donc, pour mettre un tag, si je retourne dans ma lampe ici, default route, si je vais dans tag, je lui ai mis en fait un élément que j'ai appelé lumineux. Donc, si je retourne ici, je fais un get actor with tag avec le tag de lumineux. Comme je n'ai qu'une seule lampe qui a le lumineux, ce qui va sortir d'ici, c'est un tableau, puisque lui s'attend à en avoir plusieurs. Moi, personnellement, j'en ai qu'un, donc je vais faire un get 0. Autrement dit, je vais récupérer le premier élément du tableau, qui est aussi le seul. À partir de là, je lui fais un cast. Il n'est pas obligatoire, en fait, si vous êtes sûr de votre coup, c'est pas nécessaire. Dans mon cas, j'en fais un. Un cast, c'est quoi, en fait? Je vais vérifier si ce qui se trouve à la position 0 de mon tableau est bien une lampe. Cast to lamp. Donc, si je sors d'ici, je vais faire un cast to. On peut en faire des trucs. Moi, je veux cast to lamp. Et donc, j'ai cast to lamp qui est ma première, to lamp classe, lamp 2 qui est la deuxième. Moi, c'est celui-là qui m'intéresse. En objet, ce que je vais vérifier, attends, je vais peut-être remettre ça, voilà. Je vais bien vérifier que c'est celui-là. Si mon cast réussit, je sors par ici. Si mon cast est failed, j'aurai une sortie ici. Et donc, ce que je récupère ici, c'est aussi ma lampe. Donc, c'est le même que celui-là. Si ce n'est qu'ici, je fais une vérification. Et ensuite, je peux le transformer en variable, cette lampe. Donc, je vous le refais. Si je fais un cast to lampe, boum, donc il m'a supprimé le premier. Ce que j'ai ici, donc, c'est bien ma lampe.
Maintenant, si je veux réutiliser ma lampe dans le blueprint du fauteuil, clic droit là-dessus, je peux faire un promote variable. Ceci est donc ma variable newvar1 qui est ici, c'est ma lampe. Donc c'est la même chose que j'ai fait ici. Oups, je le refais. De ma lampe ici, j'ai fait un promote variable. Pas oublier de relier le flux évidemment. J'ai donc un set lampe. Cette lampe que je peux donc réutiliser comme je veux. Ce sera tout pour cette petite partie.